Mes chers compatriotes, je voudrais revenir un instant sur les résultats des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour attirer votre attention sur une propagande que l'on a vu fleurir modestement, il est vrai, mais un peu ici ou là, notamment sur les réseaux sociaux, en provenance de la Commission européenne et de certains cercles ultra-européistes. Je veux parler notamment d'un tweet qui a été publié par Guy Verhofstadt. Alors Guy Verhofstadt, c'est un ancien Premier ministre belge, c'est un fou furieux du fédéralisme européen, mais à un point extraordinaire, il est également complètement dans la main des démocrates américains. Il fustige bien entendu Donald Trump, il porte au nu Joe Biden et maintenant Kamala Harris. Et ce monsieur Guy Verhofstadt, il a publié un tweet pour expliquer que c'était une grande victoire, ces Jeux Olympiques, de la Team Europe, Team EU, et qui avait remporté un nombre de médailles tout à fait considérable. Pensez donc qu'il avait fait le calcul. Il a calculé que l'Union européenne a obtenu, d'après lui, il a tout simplement additionné les médailles obtenues par des sportifs des 27 pays de l'Union européenne. Donc selon lui, l'Union européenne a obtenu 97 médailles d'or, 95 médailles d'argent et 117 médailles de bronze. Et évidemment, c'est cocorico, enfin pas cocorico, mais l'hymne à la joie de l'Union européenne que l'on voit briller dans ses yeux. Donc ça montrerait la supériorité de l'Union européenne. Alors c'est intéressant parce que en fait, on touche du doigt ici un mensonge éhonté, mais aussi une erreur de raisonnement. Et cette erreur de raisonnement, elle est capitale puisqu'elle est au cœur même du principe de la construction européenne. Alors d'abord, c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu un seul drapeau européen hissé au cours de ces Jeux Olympiques. Au contraire, tous les athlètes qui se sont battus, qui ont obtenu des médailles, l'ont fait pour essayer justement de faire hisser le drapeau national et l'hymne national. On voit avec quelle ferveur, non seulement les sportifs, mais également le public, a ovationné les médailles d'or, puisque c'est uniquement pour la médaille d'or qu'on a le drapeau national qui est au-dessus des deux autres, médaille d'argent et médaille de bronze, et uniquement pour celui-ci qu'on entonne l'hymne national, la Marseillaise pour la France. Voilà. Donc à aucun moment il n'y a eu de Team Europe. Jamais. Jamais. Il est d'ailleurs tout à fait permis de penser que si on avait supprimé les drapeaux des nations pour avoir le seul drapeau bleu aux étoiles d'or, il est très probable que beaucoup d'athlètes, en fait, auraient été moins galvanisés pour obtenir des résultats, et le public, n'en parlons pas. Il n'y a pas uniquement une question d'ailleurs de psychologie, c'est que il y a aussi derrière quelque chose d'extrêmement pratique, matériel, concret, qui va bien vous faire ressortir l'erreur de raisonnement qu'il y a là, et qui est une erreur de raisonnement extrêmement intéressante à creuser. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, il faut savoir que lors des Jeux Olympiques, le nombre d'athlètes par pays est limité pour chacune des épreuves. Je crois, alors ça dépend des épreuves, mais je crois par exemple qu'il y a un certain nombre d'épreuves, dans l'athlétisme, etc., où un pays ne peut pas présenter plus de 3 athlètes. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il faut bien comprendre que le nombre d'athlètes étant limité par pays, si nous avions l'Union européenne en tant que telle, eh bien, elle aurait un nombre limité d'athlètes, de telle sorte que la France, par exemple, n'aurait pas pu présenter autant d'athlètes qu'elle en a présenté. Je rappelle par exemple qu'en matière de natation, toutes épreuves confondues, on a quand même eu 6 médaillés, 6 sportifs français qui ont obtenu des médailles d'or, d'argent ou de bronze en natation. Johan Ndouaye Brouard, Raphaël Fenté Damers, Léon Marchand, Maxime Grousset, Florent Manodou et Clément Secchi. Voilà. Eh bien, si on avait eu seuls les pays de l'Union européenne, eh bien, en matière de natation, il aurait fallu supprimer un certain nombre de ces sportifs français pour donner de la place les Hongrois. Et on a vu qu'il y avait des sportifs hongrois, néerlandais, allemands, qui se sont italiens, qui ont concouru, certains qui ont obtenu des médailles dans ces Jeux Olympiques et qui sont des ressortissants de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'au total, le calcul de monsieur Guy Verhofstadt est complètement faux, puisqu'on aurait eu moins de médailles. La France n'aurait pas apporté les 64 médailles qu'elle a apportées au total, dont 16 médailles d'or. On en aurait eu moins. C'est-à-dire qu'en fait,
comme je le dis souvent, l'union fait la faiblesse, l'union ne fait pas la force, l'union ne fait la force que dans des conditions très particulières. Et c'est ça qui est intéressant, cette erreur de raisonnement. C'est que monsieur Guy Verhofstadt oublie les phénomènes justement de taille. Et on retrouve un grand débat qui a eu lieu au XVIIIe siècle, où certaines académies européennes s'étaient posées comme question pourquoi est-ce que c'est l'Europe qui a dominé la planète à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc il y a un certain nombre de philosophes qui avaient travaillé sur le sujet. Et celui qui a remporté la palme, qui a remporté le prix, c'est un philosophe britannique qui s'appelle David Hume et qui a eu cette idée, il a découvert le secret. Son secret, c'est qu'il a dit que ce qui avait fait la grandeur de l'Occident, de l'Europe, c'était qu'il y avait une compétition entre les États-nations. Alors certes, ça pouvait déboucher sur des conflits armés, mais c'était aussi une compétition, chacun essayant d'obtenir le maximum et de trouver sa voie vers le développement. Et c'est justement parce que tous ces pays étaient en compétition, avec des États qui avaient à peu près la même taille, en gros, et bien qu'au total, ça donnait un optimum collectif dans la recherche. Alors que, disait David Hume, les grands empires, par exemple l'empire chinois, qui était un empire déjà beaucoup plus peuplé que la France, par exemple, au XVIIIe siècle, eh bien, c'est un empire il suffisait que, de façon centralisée, on fasse une erreur dans la prise de décision d'une politique, et c'était des dizaines de millions de personnes, parfois peut-être plus de centaines de millions de personnes, qui faisaient la même erreur. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est d'ailleurs, on retrouve le principe même de la compétition. Ce qui est intéressant, c'est que il faut laisser les pays concourir, chacun ayant sa propre voie vers le développement. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué le développement de l'Europe. On a eu, après Charles Quint, on a eu l'Espagne de Philippe II qui a été au sommet, au firmament du développement de la richesse après avoir colonisé l'Amérique du Sud et avoir fait venir des métaux rares, notamment de l'argent. Et puis ça a commencé à péricliter et est apparue une nouvelle puissance, la France de Louis XIV, qui elle a inventé l'État qui intervient dans l'économie avec Colbert, avec les manufactures royales, avec la manufacture des Gobelins par exemple. Et donc la France a inventé l'État centralisateur et l'État avec des grandes commandes publiques, ce qui s'est montré extrêmement efficace. Ça, c'était au XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis on a été supplanté, après, la France a été supplantée par les Pays-Bas, qui ont commencé à inventer les cotations par action. On se rappelle la crise des tulipes, mais aussi les Pays-Bas, les Provinces-Unies, comme on disait, devenues indépendantes de l'Espagne et qui ont inventé également l'aménagement du territoire avec notamment la création de ces fameux polders, c'est-à-dire des terres gagnées sur la mer avec des digues. Et puis au XVIIIe siècle, on a vu ces pays ont été à leur tour supplantés par le Royaume-Uni qui a inventé successivement le capitalisme, qui a inventé les syndicats, qui a inventé la monarchie parlementaire avec un roi qui règne mais qui ne gouverne pas, qui a inventé la liberté d'expression, etc. Donc tout ça, c'est le Royaume-Uni qui l'a inventé. Et donc petit à petit, les autres pays ayant tenté d'autres voies, finalement, eh bien l'Europe imitait celui qui réussissait le mieux. Voilà. Alors, on touche du doigt effectivement ici le principe fondamental, l'erreur essentielle de la construction européenne, c'est que l'union ne fait pas nécessairement la force. L'union fait la force si tout le monde tire dans le même sens. J'ai souvent pris cet exemple. Si par exemple il y a 27 personnes, comme il y a 27 États dans l'Union européenne, qui sont dans un autocar et puis que l'autocar il fait une mauvaise manip pour sortir d'un parking et puis il tombe dans une espèce de petit fossé en marche arrière, les 27 passagers vont descendre et puis ils vont prendre des câbles et puis tout le monde va tirer dans le même sens pour sortir. Eh bien, le petit autocar, et sans doute avec 27 personnes qui tirent, ils vont pouvoir le sortir. Donc, dans ce cas-là, l'union fait la force parce que tout le monde a le même objectif. Mais en revanche, si les 27 personnes montent à bord de cet autocar et qu'ensuite le chauffeur dit « Où est-ce que vous voulez partir en vacances ?», il y aura 27 avis différents et l'autocar fera du surplace parce que personne n'arrivera à se mettre d'accord ou alors au bout de conversations, de négociations infinies, c'est exactement le problème de l'Union européenne. L'Union fait la force si tout le monde tire dans le même sens. L'Union
fait l'immobilisme si tout le monde a des avis divergents ou des intérêts divergents. Parce que parmi les 27 personnes, il y en a par exemple qui peuvent adorer aller se baigner à la mer et qui veulent absolument partir en vacances au bord de la mer, tandis que d'autres sont des alpinistes chevronnés. Des troisièmes détestent les bains de mer et en revanche, eux, ce qu'ils veulent, c'est visiter les châteaux de la Loire, etc. Donc les intérêts des uns et des autres sont antagonistes et ça mène à rien. Ça mène exactement à ce qu'est la construction européenne, où on force 27 États ayant des intérêts totalement différents à s'entendre sans rime ni raison, au-delà de toute logique et de tout bon sens, dans tous les domaines. Voilà. Eh bien, ce que montre, sans le savoir en fait, ce qu'a montré M. Guy Verhofstadt, c'est l'imbécilité en fait de son raisonnement. Il n'y a pas de Team Europe, et s'il y en avait une, eh bien en fait, on aurait eu certainement beaucoup moins de médailles en cumulé que ce qu'il a annoncé. Donc en fait, son exemple est l'exemple contraire de ce qu'il voulait prouver. En fait, il prouve que nous devons surtout ne pas entrer dans un État continent. Je terminerai cette petite vidéo en signalant qui est Guy Verhofstadt. Allez regarder sa biographie, c'est intéressant. Ce monsieur qui doit avoir 73 ou 74 ans. Guy Verhofstadt a été notamment Premier ministre belge, mais il est actuellement le président du mouvement européen international. Or, ce mouvement européen international, vous ne l'auriez peut-être pas deviné, eh bien, a été financé depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis sa création, par le Comité américain pour une Europe unie. Allez regarder les notices Wikipédia, ça va vous intéresser certainement. Vous verrez que le Comité américain pour une Europe unie, en fait, a été financé, a été dirigé par Allen Dulles, par les dirigeants de l'OSS devenue la CIA, et a bénéficié des fonds de la CIA depuis des années. Voilà. Ça veut dire que pour ceux qui arrivent à la tête du mouvement européen international, sont à la tête d'une structure qui est financée en réalité principalement par les États-Unis d'Amérique et par la CIA, ce qui signifie au passage que M. Guy Verhofstadt est très probablement un agent de la CIA, ou alors, en tout cas, il est très connu et très proche des services. Et d'ailleurs, on y trouve une parfaite cohérence. Agent de la CIA, il tient tous les propos de l'État profond américain, il tape contre Donald Trump, il soutient mordicus Biden et Kamala Harris, je l'ai dit, et il milite constamment, de façon absurde jusqu'à l'absurde, pour la création d'une Europe unie. La création d'une Europe unie, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Si d'aventure les pays de l'Union européenne disparaissaient dans un État-continent, c'est sûr que ça aboutirait à l'annihilation de tous ces pays. On est d'ailleurs en cours de le constater. Et tout ça pour le plus grand profit de qui ? Pour le plus grand profit de l'oncle Sam. Voilà. Voilà. Cette petite vidéo, je l'ai voulu exprès assez courte pour que vous puissiez y réfléchir et, si possible, la faire circuler. Faites-la circuler et en profitez-en aussi pour vous abonner à ma chaîne personnelle François Asselineau TV, FATV. C'est pas très facile à trouver pour l'instant de façon en référence, mais sur YouTube, vous avez François Asselineau TV. Abonnez-vous et faites-vous abonner, faites abonner autour de vous pour cette chaîne. Merci à toutes et à tous et à bientôt.